Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler et même reparler de la guerre en Ukraine, ce que nous avons déjà fait dans des émissions précédentes, mais nous pensions que ce conflit allait durer, mais malheureusement, ça se confirme, ce conflit dure et risque de durer encore longtemps. Alors, malheureusement, nous allons devoir en parler encore dans nos émissions pacifistes, et en parler avec une parole pacifiste, ce qui est très difficile en période de guerre, car nous sommes toujours suspectés de ne pas nous ranger dans un camp ou dans l'autre, et nous cessons d'ailleurs, les pacifistes, d'être condamnés par les va-t-en-guerre. Mais ceci ne nous empêche pas de nous intéresser bien sûr à la détresse des victimes civiles, toujours plus nombreuses dans ce type de guerre, et aussi des victimes militaires, car beaucoup de soldats sont sacrifiés par leur chef de guerre, et ils méritent aussi notre attention. Alors aujourd'hui, dans notre émission sur donc la guerre en Ukraine, nous allons profiter du travail de Radio Zinzine, une radio amie, une radio libre, la radio de Longomaille à Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence. Alors pourquoi Radio Zinzine ? Parce que Radio Zinzine a des informations originales sur ce conflit. En effet, Longomaille possède de nombreuses coopératives agricoles dans le monde, et notamment une coopérative agricole dans l'ouest de l'Ukraine, en Transcarpathie, la ferme de Nijniye. Alors la vie des membres de cette coopérative a bien sûr été fortement impactée par la guerre, et ils se sont investis dans l'aide aux réfugiés qui arrivaient des zones dangereuses, et pour certains d'ailleurs souhaitaient s'exiler dans un pays européen. Je vais donc dans cette émission vous faire entendre des extraits de quelques émissions réalisées régulièrement sur ce sujet, soit par les membres de la coopérative de Longomaille, soit par des universitaires qui ont été invités à la radio, spécialistes de l'Ukraine ou de la Russie. Alors, toutes ces émissions, bien sûr radio, réalisées depuis le début de la guerre et qui continuent d'ailleurs à être diffusées, se trouvent sur le site de Radio Zinzine 04, Forcalquier,
que vous pouvez retrouver bien sûr sur Internet. Alors pour commencer, dans notre émission Civis Pacem de ce soir, nous allons vous faire entendre le récit d'un petit groupe de membres de Longomaille qui ont rendu visite à leurs camarades dans la ferme de Nijnie, nichée donc dans la forêt de Transcarpathie, et ils racontent à leur retour, le 28 mars 2022, ce qu'ils ont vu en Ukraine. On a 3 invités là, voilà, pour parler de l'Ukraine, parce que, bonjour déjà. Ouais, salut, bonsoir. Voilà, vous étiez en Ukraine, vous êtes revenu fraîchement là cette nuit, et du coup c'était un peu pour voir ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu, et c'est un peu suite au témoignage d'Ouli qui est revenu d'Ukraine aussi il y a quelques jours, et voilà, qui a un peu parlé de son ressenti de ce qui se passait, et je trouvais que c'était un bon angle pour continuer un peu sur les nouvelles d'Ukraine. Alors, déjà, pourquoi vous y êtes allé? Il y avait un but particulier ou... Nous, on a été un petit groupe à se retrouver. C'est assez bigarré, mélangé, des gens qui habitent à divers endroits en France, mais entre autres, il y a des enfants de Longo, et on a fait un petit peu, entre guillemets, les bons élèves. On a suivi les nouvelles qui arrivaient via Radio Zinzine, via les réseaux Longomaille et les gens qui vivent là-bas. Et on a été quelques-uns à saisir un petit peu la demande qui avait été faite à un moment d'aide spécifiquement autour de questions de construction qui avait là-bas pour pouvoir développer l'accueil des réfugiés qui passaient beaucoup dans la coopérative de Longomaille à l'ouest de l'Ukraine. Et donc on a constitué un petit groupe avec entre autres des compétences dans le bâtiment de différents types, et puis aussi d'autres personnes qui avaient un peu du temps libre, et finalement on s'est mis en route en sachant déjà le temps d'organiser tout ça, que finalement on n'allait peut-être pas faire uniquement de la construction, qu'il y avait tout un tas de choses à faire là-bas. Et c'est ce qu'on a découvert en arrivant, qu'il y avait vraiment des choses à faire tout azimut. Parce qu'en fait, tu parles de construction, parce que là, on entend beaucoup parler qu'il faut des vêtements, un peu d'aide pour transporter les gens, amener des véhicules et tout ça. Mais effectivement, il y avait aussi l'idée de rénover des anciennes bâtisses un peu à l'abandon. C'était ça, en fait, que vous êtes allé faire? Ou pas spécialement? Il y avait un peu cette idée-là, mais parce que ce qu'on nous avait dit de là-bas avant de partir, c'est que en fait, les gens qui fuient la guerre, donc les réfugiés internes au pays, essayent au maximum de rester en Ukraine avant de partir plus à l'ouest dans des pays de l'Europe ou même en Amérique ou ailleurs. Parce qu'il y a encore l'espoir déjà que la guerre s'arrête et d'éventuellement rentrer chez soi, mais aussi l'espoir de pas devoir partir dans un pays où on ne connaît pas forcément la langue, où on ne connaît pas forcément beaucoup de gens. Et donc, il y a des gens qui sont de passage, mais il y a aussi des gens qui essayent de rester un peu plus. Et le village accueille alors on nous a dit 500 et 800 réfugiés, mais sachant que c'est très difficile d'avoir des chiffres officiels, parce que plein de gens ne veulent pas spécialement s'enregistrer, alors soit parce que c'est des hommes qui veulent pas être sur des registres et potentiellement mobilisables par l'armée, soit parce que c'est des gens qui sont de passage, donc ils voient pas l'intérêt d'aller s'inscrire. Et beaucoup logent chez l'habitant, donc voilà, il n'y a pas une liste très claire. Mais donc ça fait quand même 500-800 personnes en plus dans un village de à peu près 3000 habitants. Et donc il y a des gens qui veulent, si possible, se doter d'un confort minimal pour essayer de rester au maximum sur place. Voilà, ils n'ont pas spécialement l'idée de quitter le pays, pour l'instant, en tout cas. Pour certains, oui. Et vous disiez qu'il y avait ça, ce côté de la construction, mais en fait, vous avez été amené à faire d'autres choses, du coup. Par exemple, quoi? En l'occurrence, il y avait... ils ont un restaurant qui était en activité depuis une grosse année, je crois, avant la guerre, et qui là, ils l'ont transformé en cantine gratuite pour pas tous les réfugiés, parce qu'ils font une grosse centaine de repas.
Donc on a été un peu sollicité là pour venir aider à cet endroit-là. C'était pas si simple que ça parce qu'ils étaient déjà très organisés et nous on est arrivé à un moment où ça tournait déjà bien et donc on a apporté de l'aide, mais par ailleurs on s'est rendu compte qu'ils s'en sortaient très bien déjà. Que ce soit les gens qui tenaient ce restaurant avant et les réfugiés qui participaient au repas et tout ça. Par ailleurs, on nous a proposé, ils ont un petit fournil, on a eu l'occasion de faire un peu de pain, mais ça principalement pour les gens qui habitaient dans les lieux de Longomaille là-bas. Et c'est qu'en fait, c'est des fermes dans lesquelles habituellement ils sont entre 3 et 4 à habiter. Là, ils se retrouvent plutôt à 30. Donc en termes de logistique, rien que quotidienne, ça change beaucoup de choses. Et là, de faire un peu de pain, ça a été pertinent. Quoi, ouais. Après, il y a beaucoup la question des transports aussi. Il faut déplacer des choses dans toutes les directions tout le temps. Amener du matériel médical à tel endroit, déplacer d'un entrepôt à un autre de l'aide humanitaire. Et il y a des personnes qui sont impliquées quasiment H24 sur la gestion de stock et de flux d'aide en tout genre. Mais par rapport à ce que tu viens de dire sur le restaurant et le fait qu'on avait l'impression qu'on n'était pas forcément utile, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel on a fait face un petit peu dans tous les domaines là-bas. C'est que en fait on se l'était beaucoup dit avant de partir, qu'on se faisait pas d'idée, qu'on n'était pas essentiel à l'effort, aux différents efforts là qui ont lieu dans les campagnes éloignées du front et tout ça. Mais quand tu arrives là-bas, tu te rends compte que, en effet, si t'étais pas là, les gens se débrouilleraient. Et clairement, ta présence n'est pas déterminante, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Par ailleurs, le fait d'être là, d'être volontaire, d'avoir des capacités, des petits plus à apporter, j'ai quand même l'impression que c'est très important sur un plan moins matériel aussi, de sentir un soutien, une solidarité. Et puis c'est pas négligeable non plus qu'il y ait des bras en plus qui aident, et donc on peut assez rapidement se tourmenter un peu en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce qu'on a bien fait de venir ? Est-ce qu'on n'est pas des poids ?» mais en définitive, j'ai l'impression, quand on fait la somme, entre guillemets, qu'il y a vraiment un intérêt à faire ça. Et en même temps, vraiment, ce quotidien, il y a cette petite rengaine, on n'est pas essentiel et c'est pas indispensable notre présence là, mais je pense que ça aide. Voilà, et ce que Ouli nous disait hier aussi, c'est qu'il y avait quelque chose qui était assez troublant, c'est que la situation changeait tout le temps. Quand par exemple il y avait des objectifs de données, le lendemain ça pouvait très bien changer. Ça, comment c'était gérable, ça ? Vous l'avez senti aussi ? Nous, faut dire qu'on est resté une semaine, là on est rentré un peu précipitamment et du coup on a à peine eu le temps de comprendre une situation et on est déjà reparti. Ouais. Et après oui, il y a quelques... Par exemple, là, Longomaille avait amené une ambulance en Ukraine, elle a dû en parler, et donc il fallait ramener cette ambulance à Kiev, et donc des gens faisaient des papiers pour le véhicule et disaient chaque jour on va partir, mais on savait pas exactement quel jour ça allait partir. C'est ce genre d'incertitude-là, mais disons que la situation générale, elle a pas changé tant que ça depuis en une semaine, quoi. Quand il y avait des petites réunions, on a assisté à 2-3 petites réunions un peu d'organisation et voilà, pour faire des plannings et se dire ce qu'il y avait à faire. Et le point, disons, sur la situation générale militaire de la guerre, il allait très vite parce que en fait, la situation est un peu figée.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire et vous venez d'entendre l'extrait d'une émission de Radio Zenzine dans laquelle deux amis de Longomaï font le récit de leur déplacement en Transcarpathie dans l'ouest de l'Ukraine. Alors cette émission, bien sûr, a été enregistrée peu de semaines après le début du conflit en Ukraine. Mais déjà, les amis de Longomaï se posaient la question sur la durée de la guerre. Oui, je vous avais entendu parler entre vous tout à l'heure, en fait. C'est un peu l'idée qui ressort des gens là-bas, que c'est possible que ce soit quelque chose à long terme, en fait, finalement. Ouais. Enfin, nous, dans notre... Depuis notre position, c'est extrêmement difficile de faire des conjectures dans ce sens-là. Vaguement, les discussions qu'on a eues là-bas, c'était que tout le monde commençait à parler d'un conflit comme gelé, quoi, qui était en train de se geler. Donc, moi, comment je l'interprète, c'est des fronts qui se stabilisent et avec une guerre au temps long, quoi. Et ça, oui, effectivement, enfin, moi, ça m'inquiétait dans la mesure où il y allait avoir moins de mouvements, et les choses ça allait plus rentrer dans une forme d'habitude à la guerre, mais qui allait demander énormément d'énergie à ce pays. Entre autres, moi j'ai une inquiétude que j'ai eu du mal enfin que je savais pas trop quoi en penser, mais que il y a la conscription, donc il y a tous les hommes sont empêchés de partir du pays. Là, pour l'instant, c'est principalement l'armée de métier qui se bat. Mais si c'est une guerre au temps long, ça va demander plus de ressources humaines et avec des gens qui ont moins envie de se battre, pour l'instant, il y a un soutien, on va dire, qui est massif à l'armée, à la guerre, contre la Russie. Et même plus, je dirais, plus contre la Russie que même contre Poutine, quoi. Enfin, c'est vraiment un sentiment qu'on sent fort là-bas. Mais qu'est-ce que ça peut donner dans le temps long? Qu'est-ce que ça crée comme vie, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, comment le soutien va continuer et comment on va s'intéresser à ce conflit. Oui. On le voit dans d'autres conflits dans le monde qui sont un peu mis de côté en ce moment par rapport à ce qui se passe là-bas. On peut aussi s'imaginer si c'est à long terme, que ça va être comme une habitude, quoi. Mais en plus de ce point de vue-là, il y a le fait que ça dure déjà depuis 8 ans. Alors, selon les personnes, il y en a qui insistent particulièrement là-dessus quand ils voient affluer là de l'aide, du soutien, des gens qui disent alors c'est la guerre depuis le 24 février, etc. Et ils rappellent, ils insistent bien sur le fait que la guerre dure depuis 2014 et même avec un peu de rancœur parfois par rapport à l'Occident, aux sanctions qui sont venues maintenant très fortes contre la Russie, en disant si les sanctions étaient venues avant, peut-être que la Russie se serait pas sentie si légitime entre guillemets à envahir l'Ukraine de cette façon-là. Et donc le conflit dans le Donbass, il a déjà eu cette forme d'habitude en quelque sorte. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont mortes en 8 ans. Et donc ça, en quelque sorte, ça dure déjà. Et là, évidemment, l'échelle elle est plus importante et plus grave. Mais il se pourrait que assez vite, ça se fige à nouveau et que ça continue de durer comme ça durait déjà. Oui, je disais que Longomaï, c'est une sacrée plaque tournante avec des va-et-vient un peu dans tous les sens, vers l'ouest, vers l'est, depuis l'est, depuis l'ouest, et que ça brasse beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, les langues parlées là-bas sont assez multiples. Ukrainien, russe, français, anglais, allemand... et avec tout ce monde, on arrive à peu près à faire en sorte de pouvoir se faire des traductions quand c'est nécessaire. Il y a un certain nombre de personnes qui parlent russe parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent des régions de l'Est, de Louhansk, qui avaient déjà fui en 2014 au moment de la création de la République séparatiste et qui étaient
qui avait déménagé à Severodonetsk, qui est pas très loin et qui était dans la partie ukrainienne. Et donc avec toutes ces personnes-là, c'est faisable de communiquer. Enfin, on se débrouille d'une manière ou d'une autre. Et dans le pire des cas, quand c'est pas en direct, il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent faire des traductions, quoi. Évidemment, on vient avec le moins d'a priori possible. Pour autant, on en a toujours un peu, et entre autres, le rapport à la guerre, à l'armée, le rapport au sentiment nationaliste, c'est des choses qui nous sont assez étrangers d'où on vient et qu'on comprend assez mal. Et en arrivant là-bas, on a quand même on s'est quand même rendu compte que massivement, avec très peu d'exceptions près, les Ukrainiens soutiennent leur armée, défendent leur pays, envie de défendre leur pays, et sont dans une logique vraiment d'unité nationale qui, pour nous, fait un peu... c'est pas évident à comprendre d'où on vient, quoi. Et pour autant, on arrive malgré tout, on comprend très bien pourquoi ils font ça, d'où ça vient, et voilà, je ne peux pas en dire grand-chose là maintenant, parce qu'il faudrait un peu plus creuser la question, mais c'était, moi, ça m'a importé vraiment de sentir ce décalage-là et de comprendre d'où il venait, quoi. Sachant qu'il y a juste on y est allé aussi pour essayer de passer un peu en dessous du discours médiatique, parce que c'est quand même assez impressionnant l'unanimité médiatique qu'il y a autour de l'Ukraine. Bon, et pour cause, je veux dire, il y a des villes bombardées et c'est normal en un sens. Mais c'est assez difficile de passer en deçà de ce discours et d'aller voir... je sais pas, des gens qui sont sur place et pour voir si est-ce qu'il y a un décalage, comme il y en a souvent, je sais pas, quand on parle d'un mouvement politique en France, en fait, on se rend compte qu'en allant sur place, c'est tout autre chose qui se joue que ce qui se raconte dans les médias. Et là, il y a un peu un effet comme ça, c'est que, par exemple, nous, on était dans une zone où c'est pas la guerre, et il y a beaucoup de solidarité qui, en apparence, on n'a pas... Je veux dire, les gens disent pas tout de suite s'ils sont pro-nationalistes, etc. Mais quand on parle un peu, en effet, c'est ce que vient de dire notre ami là, on sent le soutien assez massif à l'armée, à la nation, à la défense, etc. Mais quand même, j'ai l'impression, moi, qu'il y a des rapports... disons que maintenant, tout le monde est d'accord, là où en 2014, c'était encore assez clivé politiquement... Et c'est des choses qu'on a commencé à entrevoir dans les discussions. Mais alors, il y a les gens qui, en 2014, étaient très derrière la révolution de Maïdan, etc., qui, aujourd'hui, sont encore plus énervés. Et les gens qui, en 2014, hésitaient ou ne savaient pas trop où se mettre, on en a rencontré quelques-uns, des gens qui disaient « Ah, moi, j'étais pas dans le Maïdan, et maintenant, je comprends pourquoi les gens ont fait cette révolution. » Et a posteriori, en quelque sorte, je soutiens le Maïdan, comme si la guerre, là, elle avait mis tout le monde d'accord, alors qu'avant ça, il y avait encore un déclivage politique qui existait un peu plus fortement. Et après, nous, on n'a pas rencontré spécialement, en tout cas là, en un temps si court, des discours un peu déviants, ou disons, si, un peu à Longomaille évidemment, sur la nation, l'État, etc., d'essayer de participer à un effort de guerre ou de solidarité qui ne soit pas embrasser absolument l'État, la nation comme on les connaît. Mais bon, c'est quand même des questions qui même là-bas sont, en tout cas à Longomaille, en débat, en question, en travail. Nous savons aujourd'hui, plusieurs mois après le début de la guerre en Ukraine, que le front militaire dans l'est de l'Ukraine oppose deux armées qui multiplient les attaques. Des deux côtés, la propagande revendique des victoires. Les médias occidentaux sont envahis par des généraux, des spécialistes de la chose militaire qui commentent des cartes.
Les journalistes reporters n'ont pu voir que ce que l'armée ukrainienne ou l'armée russe ont bien voulu les laisser voir. Seules quelques victimes civiles ukrainiennes peuvent témoigner des désastres provoqués par la guerre, et quelques journalistes en contact avec la population russe nous informent sur les réactions de cette population. Mais, pour les pacifistes, il est important d'essayer de comprendre les causes de cette guerre et pourquoi elle risque de durer et de provoquer encore beaucoup de dégâts humains. Radio Zinzine a interrogé plusieurs fois Anne Le Houerou, maîtresse de conférences en études russes à l'université Paris-Nanterre et sociologue. Ses recherches ont porté spécialement sur les transformations de la société russe post-soviétique et sur la violence des conflits armés. Elle a été interrogée cet été par un animateur de Radio Zinzine et j'ai pensé que son analyse de la situation en Ukraine pouvait éclairer les auditrices et les auditeurs de Civis Pacem. Alors je vous propose d'écouter cette émission de Radio Zinzine. La dérive de la Russie. Première partie. Il s'agit d'un entretien avec Anne Le Houerou, qui est chercheuse et maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre, spécialisée dans toutes les questions liées à la Russie post-soviétique. Nous avons pu réaliser cet entretien avec elle le 17 août 2022. Voilà donc, bienvenue Anne Le Houerou dans le studio de Radio Zinzine. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être avec vous en présence. Voilà, parce qu'on a déjà, je pense, au moins 2 fois fait des entretiens avec toi, mais une fois à Paris et peut-être une fois par téléphone, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, vraiment, on veut bien profiter de toutes tes connaissances, notamment par rapport à la Russie, mais on va parler aussi, bien sûr, d'Ukraine avec ce qui se passe actuellement. Mais peut-être tu pourrais commencer en rappelant un peu ton parcours. Comment c'est arrivé que tu es tombé dans toutes dans ces histoires russes, dans le bain russe, je ne sais pas comment on peut dire. Alors un peu par hasard au départ, même s'il n'y a peut-être jamais vraiment de hasard, par une amie, ma grande amie d'enfance décédée aujourd'hui, qui était par son père d'origine juive russe, enfin de ces confins, de ces fameuses terres de sang dont parle Timothy Snyder, aux confins de la Pologne, Russie, Biélorussie, et qui avait envie d'apprendre le russe, et puis on n'avait pas envie de faire comme tout le monde, je crois, comme des fois les gamines à l'école, donc on voulait pas faire d'allemand, et comme il y avait du russe dans notre lycée, et elle avait envie de retrouver ces bouts de famille qui étaient en URSS à l'époque, c'était les années 70, et puis donc on s'est effectivement inscrite pour faire du russe en 2e langue. Ensuite, moi en l'occurrence, j'ai pas mal oublié et la langue malheureusement, et je me suis pas directement intéressée à l'URSS. Par contre, par le biais des engagements politiques en fait, notamment dans les milieux de la non-violence politique, je me suis intéressée à l'Europe de l'Est, je me suis intéressée à la dissidence politique, je me suis intéressée à la Pologne, à la Hongrie, etc. Et puis est arrivé Gorbatchev, est arrivé la perestroïka, est arrivé tous ces mouvements je me suis dit mais non, là il faut vraiment que je travaille là-dessus, quoi. Donc en fait j'ai repris des études de sociologie, et en décidant de m'intéresser, ma première étude, ma première recherche, disons, c'était sur les grèves des mineurs, donc encore en URSS, dans le Donbass, ce fameux Donbass en guerre aujourd'hui, et le Kouzbas, donc en Sibérie. Donc en fait, quelles années? Alors mon premier terrain, justement, j'y pense à chaque fois que je vais en Ukraine ou qu'on parle de Donetsk, c'était à Donetsk en septembre 1991, c'est-à-dire quelques semaines en fait après l'indépendance, après cette date de la fin de l'URSS, du 24 août, qui est d'ailleurs va être célébré ou pas célébré, d'ici quelques jours en fait, puisque c'est à la fois malheureusement les 6 mois exactement du début de la guerre qui a commencé le 24 février, mais c'est aussi un jour important évidemment de l'indépendance de l'Ukraine. Et donc je me suis effectivement retrouvée dans ce bassin minier en septembre 1991.
Oui, et puis donc, depuis, en fait, tu suis... Et depuis, j'en suis pas sortie, voilà. Donc, j'en suis pas sortie à la fois par mes recherches. Donc, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Nanterre, aussi associée à un laboratoire d'études du monde... qu'on appelle encore monde russe, je pense qu'il serait temps de changer, monde russe, est-européen et caucasien à l'école des hautes études en sciences sociales. Et voilà, j'ai mené pas mal de recherches depuis ce temps-là, alors à la fois sur les questions de politique locale, au début dans les années 90, et puis beaucoup ensuite sur les questions de violence, de rapport de la société à la violence, des conflits post-soviétiques, en particulier les conflits tchétchènes, en fait, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Je continue un peu à travailler sur la question de la diaspora tchétchène en Europe, et puis sur les questions de patriotisme, militarisation, voilà, avec des collègues, hein, c'est beaucoup des recherches collectives. Et puis ces dernières années, je me suis aussi pas mal intéressée je m'intéresse toujours d'ailleurs à la question de savoir comment la société russe, malgré toute cette répression, je dirais, croissante, arrive, en tout cas certains segments de la société civile, parviennent à lutter contre les violences d'État, les violences policières, pénitentiaires, voilà, un certain nombre de violences institutionnelles, avec notamment le recours au droit, mais aussi le recours à d'autres formes de mobilisation. Voilà, depuis quelques années, par le biais là aussi d'engagement associatif, je suis avec l'Assemblée européenne des citoyens, donc je pense que vous connaissez à Radio Zinzine aussi. On est engagé dans une plateforme de dialogue et de travail en commun avec des organisations de la société civile ukrainienne, russe et européenne. Alors c'est pas mal en redéfinition en ce moment, parce que c'est évidemment très difficile. C'est notamment devenu difficile de faire dialoguer les organisations ukrainiennes et russes, même des gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, ces clivages, cette polarisation qui s'est fait jour, en particulier depuis février. Et voilà, et donc je suis à l'université de Nanterre, et j'essaye de poursuivre les recherches, l'enseignement bien évidemment, tout en ayant aussi à côté des engagements citoyens. Une heure n'est pas long, donc on va essayer dans cette heure de quand même comprendre un certain nombre de choses, et peut-être pour essayer de comprendre l'emprise ou déjà l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, mais qui était en 99, 2000, 2001 par là, non? Mais il faudrait quand même peut-être évoquer cette période qui était vraiment quand tu es arrivé. C'était Yeltsin qui était au pouvoir, et c'était quoi, une décennie Presque une petite décennie, voilà. Disons 91, 99, 2000. Mais effectivement, c'est une décennie ces fameuses années 90 qu'on a dit chaotiques, folles, voilà, qu'on a qualifié de beaucoup de noms, qui ont bien sûr, et en premier chef, qui en fait sont extrêmement contradictoires, je pense, sur lequel on a intérêt à revenir aujourd'hui aussi pour essayer de comprendre. C'est presque aujourd'hui de l'histoire contemporaine en fait, d'une certaine façon, parce que moi je vois mes étudiants, les jeunes chercheurs n'ont pas connu ces années-là en fait. Donc pour eux c'est un peu comme pour nous parler de la période Brejnev ou voilà. Donc en fait c'est une période qu'ils ont pas connue, et je dirais qu'on a eu la génération de collègues qui ont commencé à travailler à ces années-là en fait. On a eu une immense chance, je pense, de connaître la fin de la perestroïka, de connaître l'ouverture assez formidable de cette société, aussi de montrer comment est-ce que, on en parlait tout à l'heure, mais ce magnifique ouvrage de Jean-Marie Chauvier, URSS, une société en mouvement, a montré aussi tout ce qui était sous-jacent, comme mouvement à la fois en Russie, dans les provinces reculées de Sibérie, mais aussi dans les périphéries de l'Union soviétique. Avant la chute du mur, tu veux dire, hein? Oui, avant la chute du mur, voilà, dans les années 80, même 70, des mouvements pour la défense du lac Baïkal, par exemple, autour de l'écologie, au cours d'un certain nombre de sujets qui n'étaient pas forcément... disons qui n'étaient pas des sujets directement politiques, et qui permettaient une certaine
voilà, possibilité de s'exprimer à condition qu'on ne franchisse pas, évidemment, un certain nombre de limites, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait encore des prisonniers politiques quand Gorbatchev arrive au pouvoir, que voilà, il ne permet à Sakharov de rentrer que de Gorky où il était en exil qu'en 86. Bon, voilà, tout ça, bien sûr, existait. Mais on a eu cette chance de voir les choses s'ouvrir devant nous, de voir les gens descendre dans la rue, de voir les gens se politiser d'une certaine façon au quotidien à partir de choses qui relevaient de leur espace et de leur espace personnel, et de pouvoir articuler des revendications, des demandes extrêmement proches avec des demandes très politiques. C'est-à-dire de pouvoir, par exemple, justement, les mineurs qui demandaient à la fois plus de savon pour se laver quand on sort de la mine, et l'abrogation de l'article 6 qui était le rôle dirigeant du Parti communiste. Donc ça, c'est vrai que il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, et des pistes, des hypothèses sur la manière dont la Russie, les républiques de l'URSS pouvaient sortir du soviétisme, pouvaient sortir de ce système sans forcément tomber directement justement dans un système capitaliste. Mais bon, il y avait à l'époque aussi un certain nombre de réflexions d'économistes, mais qui n'ont pas été suivies, qui étaient marginales en fait, autour justement de ce qu'on pouvait appeler une troisième voie, de ce qu'on pouvait appeler des convergences. Voilà. Bon, ça a été, je dirais, ça a fait partie du débat d'idées de cette époque-là, mais c'est clairement pas des idées qui ont ensuite été retenues. Et du coup, ce qui a bien sûr marqué les années Yeltsin, c'est pour ça que je parlais de ça, c'est plutôt une adoption, on dirait, des mécanismes ultralibéraux en fait, de l'économie telle que, et voire même peut-être au-delà d'ailleurs, presque des attentes et des demandes des bailleurs internationaux. Alors moi, je peux raconter une anecdote comme ça de novembre 92 où j'étais sur le terrain et je faisais un petit article pour le mensuel Alternative économique, et j'avais interviewé, qui m'avait demandé de faire quelque chose justement sur les organisations internationales, la Banque mondiale, le FMI, etc. Et donc je tombe sur le responsable du FMI à Moscou, qui était bien installé dans une immense tour de Moscou, qui était l'ancien siège du Comecon, donc l'équivalent de la communauté économique européenne, mais entre l'URSS et les pays voisins, les pays du bloc socialiste. Et voilà, on discute, et puis il me dit, et c'est un gars qui n'était pas du tout spécialiste de la Russie, il était spécialiste de ce qu'on appelait à l'époque les plans d'ajustement structurel, donc qui étaient en Amérique latine, en Afrique, etc. Et il en avait fait d'autres sans doute, et il me dit vous vous rendez pas compte, c'est terrible, parce que en montrant son bras, nous on a l'habitude de leur demander le jusqu'au coude pour qu'ils nous donnent le petit doigt, alors que là avec Gaïdar, Choubaïs et compagnie, on leur demande le petit doigt et ils veulent aller jusqu'à l'épaule. En fait, c'est des sortes de bolcheviks de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire c'est des idéologues en fait, comme un retour de balancier. Comme un retour de balancier, et une volonté farouche de faire complètement table rase en fait, de la propriété collective, sans se rendre compte, ou en tout cas avec une sorte de, je sais pas, soit de foi complètement néophyte en fait dans le fait que les mécanismes du libre marché allaient fonctionner à merveille. Alors il y avait l'exemple de la Pologne, qui avait commencé un tout petit peu avant, le plan Balcerowicz, de thérapie de choc, comme on disait. Voilà. Et puis assez vite, pour la Russie, on s'est mis à parler du choc sans thérapie. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait, c'était à l'époque où parler de protection sociale, si vous étiez conseiller ou économiste, pouvait vous faire passer pour un marxiste radical. Donc voilà. Donc on était vraiment dans ces excès idéologiques, et en même temps de l'autre côté, en fait, un système qui avait beaucoup de mal à se réformer sur le plan d'un certain nombre d'institutions, sur le plan de la corruption, sur le plan du fait que la plupart des élites, qu'elles soient politiques ou économiques, sont en fait beaucoup restées en place, pour beaucoup. Les anciens chefs d'entreprise dans les régions sont souvent devenus gouverneurs, ou les gouverneurs chefs d'entreprise. Yeltsin lui-même était quand même tout démocrate et adulé qu'il fut au départ justement comme étant plus radical, plus démocrate, plus avancé que Gorbatchev. Il était quand même bien issu complètement du Sérail. C'était le premier secrétaire de la région de Sverdlovsk. Bon. Et puis ce qui n'a pas été, je pense qu'il y a aussi et aujourd'hui et depuis février en particulier, beaucoup d'intellectuels, de chercheurs, d'écrivains qui sont
complètement catastrophé, désespéré par ce qui se passe, se pose la question de, en fait, quand est-ce que ça a commencé tout ça ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qui s'est pas passé dans la société ? Et donc, sans doute, il y a aussi des choses à chercher du côté effectivement, de la non-réforme d'un certain nombre d'institutions. On peut aussi penser à l'armée, à la police, à la prison, enfin, toutes ces institutions dites de force, comme on dit en russe. Et puis, aussi peut-être d'absence de retour sur le passé, comme il y a pu y avoir quand même un peu plus dans les régimes de type soviétique qu'il y avait en Europe de l'Est, vis-à-vis de la Russie, où en fait il n'y a pas eu de phénomène de lustration, il n'y a pas eu de phénomène mais sans même parler d'arrêter les gens et de les mettre en prison, simplement de se retourner sur le passé et de réfléchir à ce qui s'était fait. En fait, il y a eu ça a été un petit peu capturé, en fait, toute cette réflexion-là de la société. Les seuls qui l'aient un peu menée, qui aient essayé de continuer à la mener, c'est des associations comme Mémorial, par exemple, et donc qui au départ étaient plutôt bien vues du pouvoir, même si on leur donnait pas beaucoup de moyens, même si elles étaient pas, elles étaient quand même toujours à l'extérieur des institutions, et qui petit à petit, au cours des années 2000 et 2010, ont été de plus en plus étranglées jusqu'à être liquidées aujourd'hui, quoi. Je vous rappelle que nous sommes en train d'écouter un entretien avec Anne Le Héroux sur la dérive de la Russie. Elle est chercheuse et maîtresse de conférences spécialisée dans la Russie post-soviétique. Vous avez entendu dans notre émission Civis Pacem le début d'un entretien avec Anne Le Héroux, réalisé par la radio amie, Radio Zinzine, et nous continuons maintenant toujours avec Anne Le Héroux sur l'évolution de la politique de la Russie post-soviétique, pour essayer de mieux comprendre pourquoi le pouvoir russe déclenche constamment des conflits avec les pays voisins. J'aurais juste une petite question encore avant d'avancer dans l'histoire, mais Gorbatchev, c'est quand même quelque part surprenant et contradictoire, on pourrait dire, parce qu'il ouvre la société, il permet tout ça, et n'empêche qu'en Europe, aux États-Unis, il est adoré quelque part comme figure, mais semble-t-il en Russie, pas du tout. Enfin, il a plutôt une mauvaise image, quoi. Oui, il a une mauvaise image pour plein. Enfin, oui, tout à fait. Il est peut-être le sacrifié de l'histoire d'une certaine façon, parce qu'il a effectivement ouvert la boîte de Pandore, ouvert la cocotte minute d'une certaine façon, et puis effectivement, plein de choses se sont échappées de ça. On lui a beaucoup reproché, et pas seulement après, même pendant, on lui a reproché le fait que ouvrir les premiers balbutiements, on va dire, des secteurs privés avec les coopératives, en fait, créait immédiatement de la corruption, des inégalités dans les prix, que la loi, sa fameuse loi de 85 contre l'alcoolisme aussi avait été extrêmement mal vue. Ensuite, il a été accusé sur sa droite et sur sa gauche, d'une certaine façon. Il a été accusé de ne pas être assez radical, de ne pas être assez démocrate, notamment sur la question des nationalités et des républiques. Et là, évidemment, Yeltsin s'est engouffré dans ce coin-là, parce qu'il a eu, là aussi l'intelligence politique, de comprendre que, effectivement, les périphéries, elles étaient en train de revendiquer leur indépendance, que l'ensemble peut-être effectivement pouvait ne pas tenir, alors que Gorbatchev, sur ce plan-là, en tout cas, plus les années passaient, et plus il essayait de maintenir, pour ne pas non plus être victime d'une révolution sur sa droite des conservateurs, ce dont il a fini par être victime avec la tentative de coup d'État d'août 91, mais donc il essayait de maintenir une espèce de cote mal taillée, un peu de voie moyenne entre les conservateurs et les radicaux, et du coup les uns et les autres lui en voulaient. En même temps, la société, l'opinion en tout cas à ce moment-là, elle s'est emparée quand même de beaucoup de débats, notamment les médias, les premiers médias
voilà, les premières émissions indépendantes. C'est très intéressant d'écouter, par exemple, le mari de la défunte Anna Politkovski racontait les premières émissions où le KGB avait levé la censure, les premières sociétés de production qui pouvaient faire des émissions indépendantes à l'intérieur de la télé, le premier journal télévisé sans pas enregistré à l'avance, enfin voilà, les premiers directs. Nos amis de l'Écho de Moscou, de la radio de l'Écho de Moscou, qui émergent à ce moment-là aussi. Tout à fait, absolument, bien sûr, évidemment. Et même l'hebdomadaire Les Nouvelles de Moscou aussi, qui se rajeunit et qui devient le fer de lance aussi un peu de ces idées-là. Donc tout ça, ça a existé. Tout ça, il ne faut pas le jeter avec l'eau du bain. Mais je dirais quand même, y compris les années Yeltsin, pour aussi dures qu'elles aient été du point de vue économique et social pour une grande majorité de la population, c'est aussi des années de formidables opportunités pour plein de gens. Et je ne parle pas seulement d'opportunités pour les nouveaux riches qui vont être devenir milliardaires, mais c'est aussi l'émergence des associations, l'émergence de ce qu'on a appelé la société civile, quand même des libertés fondamentales qui sont accordées, des réformes juridiques qui essayent quand même d'aller du côté de l'état de droit, un nouveau code civil, un nouveau code pénal, enfin voilà, il y a quand même il faut pas les oublier, disons, ces réformes-là, même si très vite, effectivement, il y a eu des graves, voire très graves entorses à la démocratie, et je pense notamment, parce que pour moi c'est en fait quelque part un des signes de ce qui n'allait pas, et que c'est peut-être là que ça a commencé, c'est octobre 93, et ce fameux bombardement du Parlement, où là Yeltsin, fort du soutien qu'il avait notamment en Occident, et en décrivant la révolte du Parlement ou la résistance du Parlement à un certain nombre de projets, notamment constitutionnels, parce que le projet était très présidentialiste, d'ailleurs inspiré par des juristes français sur un peu de modèle de la Ve République, ça c'est tout à fait clair. Ces événements, enfin, où il finit par faire que les opposants justement ont appelé carrément une guerre civile, ça fait quand même 150 morts dans les rues de Moscou, on voit le Parlement bombardé, c'est quelque chose qui, on va en célébrer le 30e anniversaire dans un an, l'année prochaine, en 2023, et je pense que là, ça a été quand même le signe pour beaucoup de Russes à ce moment-là, que finalement la démocratie, c'était pas mieux que ce qu'ils avaient vécu avant, que c'était, c'est le terme où on a commencé... La période où on a commencé à parler alors en russe c'était un sorte de jeu de mots, diermokratia, ce qu'on pourrait traduire par merdocratie, mais tout à fait littéralement, et c'est puisque finalement, on avait élu un président, on lui avait accordé nos suffrages et il fait bombarder le Parlement. Donc c'est quoi cette démocratie? Et là on se retrouve avec 6 mois après, ils réorganisent des élections et ils n'arrivent même pas à faire le quorum minimum pour que les gens aillent voter. Il faut des fois refaire 3 fois les élections pour avoir un minimum de 20% des gens qui aillent voter. Donc une désaffection terrible, une dépolitisation complète qui va vraiment contraster un maximum avec justement tout ce qu'on avait connu dans les années, la fin des années 80 et encore, en 90, 91. Donc là, ça bascule très vite. En fait, ça a basculé très vite dans un sens. Voilà, ce réveil de la démocratie, et ça rebascule très vite dans l'autre sens, en fait, au milieu des années 90. Mais Anne Le Héroux, donc... si on pense à cette période, Vladimir Poutine, maintenant de plus en plus et depuis longtemps, il dit que c'est la plus grande catastrophe, c'était la fin de l'Union soviétique, c'était une catastrophe monumentale pour lui, et donc ça doit être aussi quelque chose qui est contre Gorbatchev, le fossoyeur quelque part, ou... Oui. Non, bien sûr. Que c'est quelque chose qui maintenant prend une importance considérable. Tout à fait, mais je pense qu'il y a dans ces... Là-dessus, il y a une forme de... Oui, c'est-à-dire que pendant l'Union soviétique, je pense d'une façon à la période soviétique, même à la fin de la période soviétique, la puissance soviétique était quelque chose qui était plutôt valorisé dans la société. Bon, sauf peut-être chez les dissidents, justement, qui vont soutenir les Baltes, les Arméniens, les Géorgiens dans leur demande d'indépendance dès le début, pour votre liberté, pour la nôtre, etc. La puissance soviétique, le fait que cette possibilité de faire jeu égal avec les États-Unis, une forme aussi d'internationalisme, de soutien au peuple décolonisé, etc., etc. Bon, c'est difficile
de se rendre compte à quel point c'était un discours qui était véritablement cru par les soviétiques. Mais en tout cas, c'est une forme de discours politique qui fonctionnait quand même plutôt assez bien, cette question de la puissance, et du coup le choc, je dirais, du fait que la Russie passant à la démocratie et contre ce qu'avait aussi promis Helsinki, que très vite on allait se relever, que ça serait comme l'Amérique du Fordisme, que du coup chaque citoyen pourrait se payer sa voiture, être intéressé à l'entreprise, et que du coup la Russie, justement ayant eu la magnanimité quelque part de donner l'indépendance aux autres républiques, allait pouvoir se redresser avec l'aide de l'Occident, devenir un grand pays développé, etc. Tout ça, ça s'effondre un petit peu aux yeux des Russes, notamment parce que effectivement, l'armée est dite en lambeaux ou en haillons, que voilà, il y a une corruption absolument phénoménale, que tous les policiers, les militaires quittent ces institutions, qu'il y a plus d'argent, que ce fameux complexe militaro-industriel, il est complètement par terre. On verra qu'aujourd'hui il l'est plus du tout. Il s'est aussi su en vérité se redresser. Donc tout ça, oui, c'est des éléments de perte de puissance qui sont absolument évidents pour la Russie. Après, la question qu'on peut évidemment tous se poser, c'est c'est quoi finalement, sur quoi se construit une nation, sur quoi se construit une dite identité nationale, qu'elle soit civique ou nationaliste justement, et sur quoi pouvait se construire cette Russie des années 90. Et là, je pense qu'il y a eu, et tous les gens qui ont travaillé sur cette question justement du patriotisme, l'idée nationale et tout, remarquent ce fait-là, c'est que le fait des années effectivement 90 et des années Helsinki, c'était l'idée, on sort de l'économie étatisée de type soviétique, on va vers le marché, des institutions quand même d'état de droit, et puis finalement quelque part tout ça suffira, et tout ça va finalement la question nationale, la question de sur quel socle se reconstruit cette Russie qui est en même temps elle-même multinationale, dite multiethnique, multiconfessionnelle, mais qui n'est plus l'URSS. Et surtout immense. Et qui est surtout immense, évidemment, mais qui est aussi comprend plein de nationalités en son sein, différentes confessions qui peuvent avoir chacune à des formes d'agenda politique, voire des désirs d'indépendance. On l'a vu avec la Tchétchénie. Au début, il y en avait même quelques autres, le Tatarstan, par exemple, etc. Qu'est-ce qu'on peut construire là-dessus ? Et c'est vrai qu'il y a une forme de vide, en fait. Ça rejoint une question assez universelle qui peut toucher l'intimité de tout le monde. C'est dans quelle mesure on a besoin d'être fort et prospère pour être heureux ? Absolument. Et je pourrais citer un ami de Bulgarie aussi, ce militant démocrate de ces années-là, qui est devenu chercheur, qui disait finalement en Bulgarie, on a la chance de jamais avoir été une grande puissance et de pas avoir de mégalomanie de grande puissance et de prétention de grande puissance. Et ça, je pense que on pourrait le dire pour la France aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon. Absolument. Mais tout à fait. Et donc, du coup, ce discours sur la plus grande catastrophe, c'est-à-dire qui mêle en fait la question de la puissance, la question géopolitique, mais sans jamais véritablement de la part de Poutine interroger la question du système social et économique et politique en fait. Donc pour lui la catastrophe c'est le territoire, c'est la perte du territoire, c'est la perte de la puissance militaire, etc. C'est pas la fin du communisme ou du socialisme. Et je pense que ça fait partie aussi d'ailleurs d'un certain nombre de malentendu, si ce n'est plus, qu'on a pu et qu'on peut encore aujourd'hui entendre dans une certaine gauche ou extrême gauche en Europe, et y compris en France, qui est pour moi un contresens en fait, c'est-à-dire de prendre le poutinisme pour un retour à une forme d'économie. Enfin, le fait que le poutinisme se dresse contre Yeltsin serait une manière du coup de se dresser contre l'ultralibéralisme de Yeltsin et de revenir vers une économie qui serait plus proche de la population, plus sociale, etc. En réalité, les années Poutine ont complètement continué les réformes libérales en ce qui concerne ce qui peut toucher le citoyen moyen. Oui, bien sûr, l'État a effectivement récupéré le contrôle sur un certain nombre de secteurs stratégiques, comme le pétrole, comme l'énergie. Ça
c'est avéré, mais c'est pas pour autant qu'il serait passé à des méthodes de gestion qui soient plus aux mains des personnes, des travailleurs. Les réformes de ce qu'on pourrait appeler le New Public Management autour de l'eau, des charges communales, de ce qui revient à payer aux personnes, en fait, elles ont continué. Simplement, la grande chance aussi du poutinisme, première décennie en tout cas, c'est d'avoir surfé sur une conjoncture économique extrêmement favorable et d'avoir du coup pu redresser effectivement la barre, mais dans une économie quelque part dont le fonctionnement avait aussi été préparé par les années Yeltsin, quand même, justement le démantèlement de ces gigantesques conglomérats, etc. Et donc la reprise, oui, il y a eu la dévaluation du rouble en 98 qui a permis par exemple le redressement d'un secteur agroalimentaire qui s'est aussi renforcé à la faveur des sanctions de 2014, qui du coup fait aussi aujourd'hui que la Russie résiste mieux qu'on ne pouvait le penser, en tout cas dans un premier temps, je ne pronostique pas l'avenir, mais aux sanctions de l'Europe, parce qu'effectivement il y a une capacité à avoir retrouvé une souveraineté, une forme de souveraineté alimentaire, notamment, en tout cas dans certains domaines, voire même d'être devenue quasiment la première exportatrice certaines années dans certaines céréales par exemple. Donc voilà, c'est aussi ça qui a, je dirais, ce discours a d'autant mieux marché que la conjoncture économique lui était favorable et qu'effectivement à un moment donné, pour reprendre des termes macronistes, il y a eu une forme de ruissellement de cette richesse accumulée. Hein. Les inégalités se sont pas décrues du tout. On voit, il y a une équipe autour de Piketty qui a publié des choses sur 100 ans en fait, même un peu plus de 100 ans en Russie, sur les inégalités et de voir comment est-ce que les 10% les plus riches ou les 5% les plus riches par rapport aux plus pauvres. Et en fait, on voit bien que pendant les années Poutine, ça ne décroît absolument pas. C'est simplement, effectivement, comme la richesse globale augmente, et ça finit aussi par se traduire par une augmentation des retraites, par le fait que les jeunes générations qui effectivement constituent des nouvelles classes moyennes peuvent aider leurs parents, donc leurs parents sont moins dans la misère qu'ils l'étaient dans la décennie d'avant, et qu'on a des retraités qui peuvent se permettre de voyager effectivement, un peu comme notre génération baby boom en France, mais tout ça ne cache pas les fragilités non plus et de l'économie et de la société. Voilà. Je pense qu'on va faire une petite pause et peut-être après il faudrait quand même venir à quelque chose très important dans les années 90 avant de venir. C'est quand même les premières guerres en Tchétchénie et cette violence, cette militarisation de la société et tout ça. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous transmettons un entretien réalisé à Radio Zinzine avec la sociologue Anne Lehuérou sur la Russie post-soviétique. Anne Lehuérou est interrogée maintenant sur les guerres cruelles déclenchées par le pouvoir russe en Tchétchénie notamment et ailleurs. Bon, on était toujours un peu dans l'époque avant l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en Russie. Et pour essayer de comprendre comment il a pu développer tout ce qu'il a développé, et puis l'attitude, peut-être la société, on parlera sans doute de cette militarisation de la société dans beaucoup de domaines, mais une chose très importante, c'était quand même qu'il y avait des guerres bien avant ce qu'on voit maintenant, hein. C'était des guerres terribles, féroces, brutales, et notamment la première guerre tchétchène, c'était quoi, 91 par là? Non, 94, ça commence en décembre 94 jusqu'en août 96. Mais peut-être dire déjà que, disons, le côté, la Russie comme État en guerre, en fait, depuis, je dirais, même finalement presque la fin de la période soviétique. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup dit, et c'est pas faux non plus, que si on reprend le niveau de violence avec lequel s'est constitué l'URSS après la Révolution, je fais juste une très très vite digression en arrière, le niveau de violence de la guerre civile, du communisme de guerre, des purges, est absolument extrême, et j'ai rapporté à ça effectivement le peu de violence de la dislocation de l'URSS a plutôt surpris. On sait bien aujourd'hui que dans les états-majors occidentaux, on avait quand même très peur de ces sécessions des pays baltes. On se demandait ce qui allait se passer. On se demandait si effectivement la troupe allait tirer. Alors la troupe. La guerre d'Afghanistan précédente a peut-être été aussi
à exorciser peut-être pendant une période suivante la capacité de violence? Alors, je ne sais pas exactement. Ouais. C'est sûr que l'Afghanistan a fait partie, de toute façon, des boulets majeurs aussi qui ont contribué à la fin de l'URSS, qui ont contribué à la prise de conscience aussi un peu du colosse au pied d'argile, de cette puissance-là. A aussi contribué, bien sûr, à l'éveil de la société civile, justement, les fameux cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch, qui étaient donc ces corps qui revenaient et qui ont aussi favorisé la création des premières associations de femmes, de mères, qui réclamaient des nouvelles, une justice pour ces enfants, et puis une contestation du bien fondé de cette guerre, justement, et là une prise de conscience du malentendu autour de cet internationalisme affiché qui se traduisait par une guerre d'intervention, en fait, donc bien sûr. Mais moi je pense surtout à la fin des années 80, donc là je dirais les derniers soldats sont rentrés d'Afghanistan, donc il y a plutôt l'idée que justement en tout cas, au niveau international, Gorbatchev affiche plutôt une volonté de paix. On sait bien qu'il va rencontrer quand même Reagan pour proposer de lui-même un désarmement unilatéral au départ. C'est-à-dire qu'en disant, quelque part, on se retire les premiers. C'est pas on tire les premiers, mais on se retire les premiers. Imaginons là le chemin parcouru avec ce qu'on entend ces dernières semaines, par exemple. Mais donc ça c'est clair. Mais à côté de ça, il faut quand même voir que en 89, 90, il y a un certain nombre d'incidents dans les républiques d'Asie centrale, dans les pays baltes, et que là se constitue ce qui va être en fait les embryons des forces spéciales aujourd'hui, des OMON, des fameux Spetsnaz, de toutes ces forces d'intervention lourdement armées et lourdement militarisées, même à l'intérieur de la police, qui ensuite vont aller justement combattre en Tchétchénie. Donc c'est en fait, il y a quand même cette idée quand même de la dimension impériale, et on peut dire aussi coloniale de l'URSS, qui quand même se manifeste aussi dans la gestion de ces troubles dits périphériques, à la fin des années, en 80, ça commence même en 87, certains endroits au Kazakhstan, puis les émeutes du Fergana, puis en Géorgie évidemment, où là aussi on fait quand même intervenir la troupe le 9 avril, et puis janvier 91 en Lituanie. Donc c'est quand même pas sans une goutte de sang tout ça, même si évidemment ça n'a rien à voir avec le niveau de violence qu'on aurait pu craindre, disons, et si finalement Gorbatchev en quelque sorte recule, et ce qui d'ailleurs est je pense une des raisons du coup d'État aussi. Et Yeltsin qui justement a pris fait et cause pour toutes les nationalités, ce fameux discours d'août 90, prenez autant de souveraineté que vous pourrez en avaler, qu'il lance à toutes les nationalités, en disant devenez indépendants, c'était aussi je pense que derrière, c'était pas, je verrais pas Yeltsin en militant décolonial ou anticolonialiste. Je le verrais plutôt en homme politique avisé et je dirais averti des problèmes que posait cet énorme ensemble et qui voyait déjà à l'avance, se voyait à la tête d'une Russie un tout petit peu débarrassée de ses républiques, en se disant que ça suffirait déjà, le morceau Russie pourrait déjà suffire. Je le dis un peu rapidement, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est un peu ça. Par contre, une fois arrivé au pouvoir, il n'est plus question de toucher aux frontières de la Russie. Et c'est là que, effectivement, entre en scène la demande d'indépendance des Tchétchènes, même la déclaration unilatérale d'indépendance des Tchétchènes, menée par Doudaïev, qui a aidé Yeltsin en août 91, justement, qui est monté à Moscou pour défendre la Maison-Blanche contre les putschistes, et qui espérait, en retour, avoir ce fameux discours « Prenez autant de souveraineté que vous pourrez en avaler », que ça allait se traduire dans les faits, et que l'indépendance serait acceptée. Et on pourrait se dire aujourd'hui, si on se remet en août 91, où le monde découvrait, qui à l'époque savait ce que c'était que l'Ouzbékistan, le Turkménistan, toutes ces républiques, qui pouvait savoir qu'à l'intérieur il y avait ces 15 républiques de l'URSS, puis qu'à l'intérieur de la Russie, il y avait encore 21 petites républiques autonomes, toute cette espèce d'échafaudage administratif, fédéral, super compliqué que Staline avait monté dans les années 30, il échappait à beaucoup de gens. Donc s'il y avait la petite Tchétchénie qui à l'époque avait dit tiens, nous on va devenir la 16e finalement république et puis pouf, on va se détacher. Peut-être que ça aurait pu passer
comme ça, sans que le monde s'en rende compte. Je dis pas que ça aurait été forcément une bonne chose d'ailleurs. Enfin, est-ce que c'était viable une Tchétchénie indépendante à cette époque-là, etc. Je veux pas juger de ça, mais en tout cas, c'est juste que si on se rapporte à cette époque, c'était c'était une telle surprise quand même pour tout le monde que en fait, on savait pas très bien. C'est l'époque où, je sais pas, la Tchécoslovaquie s'est séparée en deux, et ça a fait 2 pays. Il y a eu plein de choses comme ça, enfin un certain nombre. En tout cas, et le début de la Yougoslavie. Et le début de la Yougoslavie, bien entendu, évidemment. Ou la fin. Oui, le début de la fin. Oui, la fin, oui, c'est ça, bien sûr. Mais en tout cas, donc là, on voit bien que les choses se raidissent assez vite, en fait, dans l'entourage de Yeltsin dès 91, qu'il n'accepte absolument pas cette indépendance, que la Tchétchénie, de son côté, en tout cas dirigé par Doudaïev, ne cherche pas à faire des concessions, ce qu'a fait le Tatarstan. Elle a dit nous aussi on va devenir indépendant, on va plus participer aux élections, on signe pas le traité de la fédération, etc. Et puis en réalité, quelques mois après, il signait avec Moscou. Parce que le Tatarstan était beaucoup plus riche économiquement, avec des ressources, des raffineries de pétrole énormes, etc. Et des élites beaucoup mieux intégrées aussi dans l'establishment moscovite. Du coup, on signe un accord et finalement qui est très à l'avantage du Tatarstan pour que surtout le Tatarstan se détache pas. Ça s'est pas passé comme ça pour les Tchétchènes, et on voit bien là aussi, je dirais, les ressorts coloniaux, parce que là, il faudrait refaire toute l'histoire de la conquête de la Tchétchénie, toute l'histoire des discriminations aussi dont sont victimes un certain nombre de nationalités pendant la période soviétique, y compris la plus grande, c'est-à-dire la déportation massive de tout le peuple tchétchène et Ingouche en 1944, sous prétexte de collaboration. Donc toute cette charge historique en fait, qui même a commencé au XIXe siècle avec une conquête coloniale, je dirais, stricto sensu, qu'on pourrait vraiment rapporter à la conquête d'Algérie par la France ou des choses comme ça. Forcément, je dirais, ça revient en fait, à la fois dans la tête des militaires, à la fois du côté des Tchétchènes avec une sorte de réinvention, de reconstruction aussi d'une histoire nationale et du coup d'une unité qui va se construire aussi contre la Russie, et la Russie qui finit par envoyer ses chars, ses avions pour bombarder Grozny en décembre 1994. Et où là on va voir se mettre en place, que ça soit dans la première guerre et encore plus dans la deuxième, donc qui commence en septembre 1999, juste au moment où Vladimir Poutine arrive comme Premier ministre, donc nommé encore par Yeltsin. Là on va voir, je dirais, appliquer aussi sur le terrain des méthodes de violence contre les civils, notamment. C'est à la fois des méthodes de bombardement indiscriminé, des méthodes de violence contre les civils que on retrouve aujourd'hui en Ukraine. Et, avec sa dimension islamophobe. Avec la dimension islamophobe en plus, même si c'est une dimension islamophobe qui est qui est minoré par le fait que la Russie continue toujours à se poser en État multiconfessionnel, que l'islam fait partie des religions officielles de la Fédération de Russie, que on n'a pas du tout le laïcisme en Russie qu'on peut observer en France, que les comportements religieux sont tolérés, le voile est toléré, ça viendrait à l'idée de personne d'interdire le voile, etc. Et que on redonne le pouvoir à des Tchétchènes loyaux à la Russie, en 2000, Kadyrov père puis Kadyrov fils, qui sont aussi musulmans et qui vont en fait aussi servir, mais là ça serait encore un autre sujet, mais qui aujourd'hui même encore, en tout cas avec la guerre c'est un petit peu particulier, mais en tout cas de l'Arabie Saoudite à la Syrie, en passant par des mosquées construites en Palestine, etc., sont aussi un des bras diplomatiques d'une diplomatie musulmane de la Fédération de Russie. Donc voilà, ce qui n'empêche pas effectivement la xénophobie, le racisme dans la population russe, qui est plus, je dirais, un racisme qu'une islamophobie en fait. C'est plutôt c'est plus contre ce qu'on appelle, je veux dire, un ressentiment contre les Caucasiens qui sont appelés cul-noirs, mais qui peut aussi se manifester contre des Géorgiens qui sont tout aussi orthodoxes que la majorité des Russes, et qui va beaucoup moins se manifester contre les Tatars qui sont pourtant musulmans. Donc je pense, vous voyez, donc c'est compliqué là de ce point de vue-là. Après avoir parlé sur Radio Zenzine des violences et des conflits
Dans la Fédération de Russie, Anne Lehuérou, maîtresse de conférences en études russes à l'Université de Nanterre, aborde maintenant avec l'animateur de Radio Zinzine les violences dans les conflits armés et la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut voir des parallèles maintenant? Parce qu'actuellement, avec l'invasion d'Ukraine et depuis février, on parle beaucoup des peuples, des communautés tout à fait à l'Orient, des peuples qui sont où il y a une proportion beaucoup plus élevée parce que c'est des zones très pauvres, en fait c'est une possible promotion d'aller à l'armée, en fait, etc. Et il y a une proportion des morts, c'est beaucoup plus élevé chez ces peuples-là. Et est-ce que ça a déjà été un peu le cas dans ces deux guerres de Tchétchénie? Alors sur cette question-là, moi je suis vraiment, il y a vraiment quand même, pour moi, avant la dimension dite ethnique, que je n'aime pas du tout beaucoup prononcer, c'est vraiment une dimension économique et sociale qui prime. Et du coup, ces hommes qui sont envoyés justement dans la première guerre de Tchétchénie, c'est souvent des conscrits. Et d'ailleurs, ça va être un peu l'erreur du régime Yeltsin et qui fait une si grande différence entre ce qui s'est passé, en tout cas dans la première guerre de Tchétchénie, par rapport à la deuxième et encore plus par rapport à maintenant l'Ukraine. C'est le fait que en 94-95, un petit peu comme en Afghanistan avant, on envoie des conscrits qui peuvent être des conscrits de n'importe où, c'est-à-dire y compris des étudiants de Saint-Pétersbourg ou de Moscou. Même si évidemment, déjà à l'époque, l'armée est tellement discréditée, a raison, malheureusement, mauvaise réputation du fait de la violence qui y règne, même en temps de paix, les bizutages, la fameuse Diedovchina, que tous les gens qui ont fait des études essayent d'éviter par tous les moyens le service militaire. Moi, je l'ai vu avec tous mes amis à Moscou dans ces années-là, en fait. C'est toutes les ruses. On accumule les certificats médicaux dès la naissance d'un fils, pour qu'à 17 ans, on puisse éviter le service militaire. Ou alors, au moment des campagnes de conscription à l'automne et au printemps, on envoie le fils chez sa grand-mère pour pas que si les policiers viennent le chercher, ils ne le trouvent pas à la maison. Et les policiers ont pour tâche de voir s'il y a des petits jeunes qui sont arrivés dans l'immeuble dans les derniers jours pour vérifier que c'est pas justement un petit jeune qui est venu se planquer chez sa grand-mère, et on va faire quasiment des rafles de jeunes dans la rue. Donc c'est un peu c'est contre ça qu'il y a d'ailleurs à l'époque un petit mouvement antimilitariste quand même qui est un petit peu fort. Il y a évidemment les mères de soldats, la contestation du fait d'envoyer ce qu'on appelle des srochniki, donc les conscrits, les appelés sur le terrain en Tchétchénie, et les mères qui vont carrément, je dirais par la peau du cou en quelque sorte, rechercher leurs gamins derrière la ligne de front, et parfois, alors souvent évidemment aidés par les combattants tchétchènes qui quelque part ont aussi intérêt à se montrer grand seigneur d'une certaine façon vis-à-vis de ces mères, et dire que oui, eux ils veulent pas faire de la chair à canon avec ces pauvres gars, et puis aussi par des officiers de l'armée qui sont pas d'accord, des officiers qui considèrent que ça sert à rien d'envoyer des gars qui sont là depuis 2 mois dans l'armée dans une guerre qui est une guerre extrêmement dure. Dans la deuxième guerre de Tchétchénie, on va avoir essentiellement ce qu'on appelle des contractnikis, c'est-à-dire des gens engagés sous contrat, et qui là sont des gens qui effectivement vont pour l'argent, dans l'armée, avec l'espoir ensuite de faire une carrière soit dans l'armée soit dans la police. Et c'est là ce qu'on redit aujourd'hui avec l'Ukraine, que c'est en fait le seul moyen d'ascenseur social, de mobilité sociale ascendante pour un certain nombre de jeunes issus en particulier, je veux dire, des provinces les plus reculées, et qui se trouvent être souvent justement des régions dans lesquelles il y a des fortes minorités dites ethniques. Par exemple la Bouriatie aujourd'hui. Mais si on regarde à l'intérieur de la Bouriatie, qui est une république effectivement à l'est du lac Baïkal, donc assez reculée, dans lesquelles il y a traditionnellement, disons, une population bouddhiste et une population proche des Mongols, mais en réalité il y a aussi pas mal de Russes dans cette région-là, mais des Russes qui sont aussi pauvres que les Bouriates. Et quand on regarde la liste des gens qui sont des morts qu'on peut avoir, qu'un certain nombre de journaux réussissent à avoir. En fait, il y a des tas de sites, des chaînes Telegram aujourd'hui depuis le début de l'invasion en Ukraine, ce qui n'était pas possible à l'époque en Tchétchénie, mais qui essayent de rassembler en fait toutes les données sur les personnes, sur les soldats russes morts à partir des enterrements. Mais ça ne concerne que les corps qui sont revenus, alors qu'il y en a plein dont on sait qu'ils sont en Ukraine et qui sont pas revenus en Russie. Et donc on s'aperçoit que si je reprends l'exemple de la Bouriatie, il y a aussi plein de non-russes en fait. Donc il y a aussi, c'est pas forcément des Bouriates, mais c'est des Russes. Donc il faut faire attention, disons, tout ça je dis
dit tout ça pour faire attention à ne pas ethniciser, disons, cette question d'une vengeance ou d'un ressentiment que les Bouriates ou les Daguestanais éprouveraient contre les Ukrainiens, mais plutôt une dimension effectivement socio-économique qui est très forte et qui s'est malheureusement exprimée avec une violence inouïe dans les banlieues de Kiev où il y a eu toutes ces horreurs là au début de la guerre, Boutcha, Irpin, Hostomel, etc., qui étaient des banlieues plutôt résidentielles de Kiev, dans lesquelles il y avait aussi effectivement une dimension de niveau de vie, plutôt de cette classe moyenne ukrainienne justement qui vivait plutôt bien. Et par exemple, c'est pas raconté, on a vu par exemple des soldats qui avaient écrit sur un gymnase ou une piscine, je sais plus qui avait dans cette banlieue, qui vous a permis de vivre aussi bien. Donc c'est une phrase qui est quand même assez forte, ou qui se sont mis en colère dans une maison parce qu'ils ont vu un pot de Nutella sur une étagère. Donc c'est ce ressentiment extrêmement profond en fait qu'il peut y avoir en Russie, mais qui là date depuis très longtemps, parce que c'est aussi des familles peut-être au fin fond de la campagne qui vivaient déjà sans doute pas très bien à l'époque soviétique, mais qui quelque part vivaient un peu pas très bien comme tout le monde, ou un peu plus comme tout le monde. Le ressentiment social qui se mêle à la guerre. Voilà, qui se mêle à la guerre, qui se mêle à la violence, qui se mêle à la socialisation par la violence, qui se mêle à l'alcool parfois, qui se mêle, à tout un cocktail totalement explosif, et qui se mêle aussi à ce que je disais tout à l'heure, le fait que c'est des institutions qui n'ont absolument pas été réformées justement dans la question de leur rapport au droit, au respect des droits, au droit humanitaire en temps de guerre, à toutes ces choses. Nous arrivons à la fin de notre émission Civis Pacem. Il nous reste donc à remercier Radio Zenzine qui a invité Anne Le Huérou, sociologue spécialiste de la société russe post-soviétique et de la violence des conflits armés. Ce qu'elle a dit sur les efforts que les jeunes Russes font pour échapper au service militaire et à l'enrôlement dans l'armée nous intéresse beaucoup. Nous essaierons donc de l'inviter dans notre émission Civis Pacem pour approfondir cet aspect qui nous semble très intéressant. En effet, si les jeunes Russes réussissent à éviter d'aller à la guerre, nous devons les encourager et les soutenir. Chaque jour, les médias occidentaux rapportent de nouvelles horreurs commises par l'armée russe en Ukraine. Quand il sera possible de faire le bilan de ce conflit meurtrier, nous pourrons savoir combien cette guerre a encore fait de milliers de victimes des deux côtés. Nous réaffirmons donc la nécessité d'essayer de régler les conflits avant qu'ils ne se transforment en lutte armée. Alors merci maintenant d'avoir écouté l'émission Civis Pacem et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde, à ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue est la mémoire, des pieds, des peaux, des au revoir, et de ces temps itinérants, où devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, autorité en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien, l'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en-dedans. Et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants. Vous
finirez seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit à ce passé simple et composé. While you holding on to your bones, holding on to what you know, we won't make the same mistakes. Mistakes how we claim our fate. While you holding on to your bones, holding on to what you know, we won't make the same mistakes. Mistakes how we claim our fate. While you holding on to your bones, holding on to what you know, we won't make the same mistakes. Mistakes how we claim our fate. Vous finirez seuls et vaincus.